bon, Pépère? Allez, vite sur le peloton. Oh là 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 là, oh là 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 là, quelle image! La joie du pistolero à l'arrivée. Bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Chasse Patate. Nouvel épisode qui arrive un petit peu tardivement après Paris-Roubaix, car plusieurs de nos chroniqueurs de ce soir étaient tout simplement sur le carrefour de l'Arbre pour vivre l'enfer du Nord au plus près des coureurs. Cet épisode fera donc la part à Paris-Roubaix, bien sûr, mais on fera un petit tour aussi par les Ardennes pour parler des classiques cardonnaises qui arrivent la semaine prochaine. Avec moi ce soir, plusieurs chroniqueurs. Il y a tout d'abord Alex, qui fait son grand retour. Salut Bonjour à Alex. tous. Bertrand, qui fait son retour également avec nous. Eh ben bonjour également. Bertrand qui prépare plusieurs articles à venir la semaine prochaine. Tenez-vous le dit. Et enfin, avec nous également Raphaël, qui était déjà avec nous pour tenter de prédire les résultats de Paris-Roubaix la semaine dernière. Salut Raphaël. Bonjour. Alors, messieurs, on va commencer direct par le vif du sujet. L'Enfer du Nord, la reine des classiques. Cette reine des classiques a été décrochée cette année par Philippe Gilbert, qui gagne là son premier pavé. Une question toute simple pour vous. À quel point Philippe Gilbert doit-il cette victoire à son équipe? Bertrand? Bah écoute, j'ai envie de dire que cette année, sur les grandes classiques comme le Ronde ou Paris-Roubaix, j'ai pas trouvé l'impact de Quick-Step énorme. J'ai pas trouvé qu'il y ait eu un impact comme on avait pu les avoir les années précédentes. Alors après, c'est un sentiment qui m'est très personnel, donc je pense que tout le monde était à un niveau à peu près similaire. Il n'y avait pas forcément de coureurs qui sortaient du lot et Gilbert a attaqué de loin. Et on peut pas dire que derrière l'équipe est véritablement contrôlée. Alors bien entendu, il y a eu Lampaert qui a quand même bien aidé Gilbert, mais j'ai aussi eu l'impression que Gilbert courait sans trop se préoccuper de Lampaert. Donc c'est encore une fois c'est un avis personnel, mais j'ai pas trouvé l'impact de Quick-Step déterminant sur cette classique. Mais je suis curieux de savoir comment vous l'avez vécu. Raphaël, quand même, être à 2 dans un groupe de 5 à l'avant, 2 derrière pour contrôler, ça facilitait quand même les choses pour Philippe Gilbert. Alors, ça lui facilitait les choses, mais je pense qu'il était quand même de très loin le plus fort. Parce que c'est comme lui qui lance les hostilités chez les favoris. Enfin, il y a Van Avermaet dans la trouée d'Arambert, mais qui n'arrive pas vraiment à faire une différence. Gilbert part avec Politt et deux autres coureurs à 70 km de l'arrivée quasiment. Et ensuite, il se fait reprendre par le petit groupe, donc où ils sont 6, effectivement, de Quick-Step. Et au final, c'est quand même Gilbert qui met plusieurs attaques. Une dans un faux plat à 25 km de l'arrivée qui fait déjà une première différence. D'autres dans le carrefour de l'Arbre. Et ensuite, à nouveau une dans Gruson. C'est quand même lui, je pense, qui a fait toutes les différences. Et même si l'équipe Quick-Step a couru vraiment parfaitement, de bout en bout, avec notamment Tim Declercq, Yves Lampaert dans le premier bon coup, avec Florian Sénéchal très actif à 100 km de l'arrivée, et ensuite Gilbert et Lampaert dans le premier coup, et Sénéchal et Stibard derrière pour contrôler. Je pense que Gilbert, même avec une équipe moins forte, aurait gagné, parce qu'il était vraiment impressionnant. Physiquement, il a été au-dessus de tout le monde, et sur cette course où l'endurance a beaucoup joué, on sait que l'endurance, ça reste une des principales qualités de ce coureur, si ce n'est la principale. Donc je ne pense pas que son équipe ait eu un rôle si déterminant, même si elle a parfaitement couru et a été très forte. Alex, Philippe Gilbert, c'était vraiment le plus fort dimanche dernier? Je pense que oui, en fait. Au final, je pense que à la base, comme on l'a pu le voir sur Liège-Bastogne-Liège l'année dernière avec Bob Jungels, je pense que Philippe Gilbert, c'était pas vraiment celui qui était pressenti par la Quick-Step gagner. Je pense que ce rôle, c'était plutôt Zdenek Stibard qui le tenait. Mais comme Philippe Gilbert était vraiment en jambes, qu'il avait déjà relancé un paquet de fois pour tenter d'aller chercher les Sagan, pour tenter même de prendre l'échappée matinale à un moment, je pense que la Quick-Step s'est dit peut-être qu'on va jouer carte sur table, on va mettre tous nos espoirs là où on peut les mettre. Et ils ont dit juste à Gilbert vas-y, et puis c'est lui qui relance plusieurs fois dans le groupe. C'est lui qui est le seul à vraiment relayer Sagan dans les secteurs précédents le carrefour de l'Arbre. C'est lui qui met la mine dans le secteur du carrefour de l'Arbre, et puis ensuite avec Politt dans le secteur de Gruson. Donc je pense que, à mon avis, avec Wout van Aert, qui a dû
qui a souffert beaucoup avec des problèmes mécaniques aujourd'hui, ou des problèmes tactiques aussi également. Je pense que c'était le plus fort de cette édition. Raphaël, pour qu'un coureur qui en soit seulement à sa 3e participation sur Paris-Roubaix l'emporte, il faut quand même qu'il y ait une faillite des habitués de cette course. Une faillite des habitués. C'est vrai que parmi les habitués, en même temps, il y avait Van Avermaet, qui alors déjà, il fait le forcing trop tôt dans la trouée d'Arambert. C'est l'erreur que fait Philippe Gilbert l'an dernier. L'an dernier, il n'avait pas participé depuis quasiment 10 ans, il fait cette erreur-là. Et Gilbert, c'est quand même un coureur qui réédite pas souvent ses erreurs, donc cette année, il n'a pas refait l'erreur. Van Avermaet l'a faite, ça m'a pas tant surpris que ça, parce que la course avait été tellement usante que ça paraissait pas qu'un coureur tente de la lancer. Mais peut-être que les forces qu'il a laissées là lui ont manqué après, j'en sais rien. Naston, habitué de cette course, mais habitué, malchanceux habituellement. Je sais pas si on peut vraiment le mettre dans les habitués. Sinon, dans les habitués, il y a Sagan, évidemment. Alors Sagan, on va pas dire faillite, parce qu'il a quand même fait belle impression pendant très longtemps. Mais effectivement, décevant sur la fin. On avait un peu l'impression de voir le Sagan d'il y a 4 ans qui craquait régulièrement quand les courses étaient trop dures pendant trop longtemps. Sinon, parmi les habitués, il y a Seb Van Mark. Seb Van Mark, c'est son habituelle malchance, hein, on a envie de dire, parce que tous les ans, il est parmi les meilleurs, mais cette année encore, il était avec les meilleurs, et puis il a eu un problème de dérailleur, il me semble, dans le final. Il finit pas avec son vélo. Donc, je sais pas trop, oui. Une fake des habitués, mais en même temps, un Gilbert extrêmement fort. Et Gilbert, il a pas besoin, c'est pas un coureur qui a besoin d'énormément de participation pour gagner une course, je pense. Ça reste un coureur très intelligent, vraiment. Et en plus, là, il avait la puissance. Il a l'équipe en plus, c'est quand même la grande équipe des Flandriennes. Est-ce que on peut expliquer la victoire de Gilbert par la faillite des habitués? Je pense pas, même si c'est vrai qu'on peut constater une faillite des habitués. Philippe Gilbert, en grand champion, est venu remporter Paris-Roubaix. Il complète un peu plus sa collection. Il vise le Try for Five, qui est la collection des 5 monuments. Il a déjà remporté le Tour de Lombardie, Liège-Bastogne-Liège. Il avait remporté le Tour des Flandres il y a 2 ans. Maintenant, Paris-Roubaix, il ne lui manque finalement que Milan-San Remo. Alors, je vais vous poser une question très simple. Est-ce qu'il peut le compléter, ce Strive for Five? Alex? Je pense qu'il peut le compléter si la Quick-Step lui en donne les moyens. Si la Quick-Step lui donne Alaphilippe comme équipier, par exemple. En revanche, est-ce que c'est possible que Philippe Gilbert remporte Milan-San Remo si la Quick-Step lui en donne les moyens? Absolument. Est-ce que la Quick-Step va lui donner ces moyens? C'est beaucoup plus difficile à prédire, et moi je pense pas, vu que je pense que parier sur Philippe Gilbert, sur un Milan-San Remo comparé à un Julien Alaphilippe ou un Elia Viviani, voire un Bob Jungels, c'est quand même un très très gros pari. Tu risques beaucoup sur un coureur au final où il y a une chance sur 5 qu'il puisse réussir le pari. Après, Gilbert, peut-être qu'il va être ultra motivé pour aller chercher le 5e monument, celui qui lui manque à son palmarès, mais ça reste non moins un gros défi pour la Quick-Step. Juste de donner toutes ses cartes à un gars qui aura 37 ans l'année prochaine, si je me trompe pas. Je veux dire, Valverde a remporté des classiques à 39 ans, donc pourquoi pas. Mais pour moi, Gilbert peut le faire. Il faut que la Quick-Step lui en donne les moyens et soit assez confiante et assez confiance en Philippe Gilbert, lui donner les moyens d'aller chercher cette victoire plutôt que de se rabattre sur un Elia Viviani, Alaphilippe, etc. Bertrand, si jamais Alors, Philippe Gilbert gagne Milan-San Remo, est-ce que c'est le plus grand champion du XXIe siècle? alors moi, je fais toujours attention avec cette expression parce que très honnêtement, tant que le siècle n'est pas terminé, on n'en sait rien et toutes les époques ne se valent pas. Donc, c'est un immense Alors, champion quoi qu'il advienne et ce sera un immense champion encore plus. Voilà tout ce que je peux dire. Il a un palmarès de fou. Enfin, je veux dire, c'est l'un des coureurs qui a le palmarès le plus impressionnant avec un Valverde. Il lui manque que des victoires dans des grands tours pour franchir un palier dans la légende. Mais sur les classiques, c'est forcément un coureur qui marquera son époque. On parlera encore de Gilbert dans 20 ans.
quant à gagner Milan-San Remo, pour ma part, j'ai quand même des réserves. Moi, je ne le vois pas parce que je pense qu'il faudrait un scénario extrêmement favorable. Donc, c'est un coureur qui a plutôt sur le Tour des Flandres ou sur Paris-Roubaix, un coureur qui attaque de loin. On sait que dans Milan-San Remo, les attaques de loin, c'est pas forcément ce qui fonctionne le mieux. Il faut du jump. Est-ce qu'il a conservé le jump d'antan? Il va avoir 37 ans, j'en suis pas persuadé non plus. Donc, j'ai quand même beaucoup de mal. Il faudrait un Milan-San Remo très dur, à mon avis, en termes de conditions climatiques, pour lui donner une chance. Voilà, c'était mon opinion sur le sujet, mais je ne le vois pas gagner Milan-San Remo dans le futur. Laissons de côté ce très grand champion qui est Philippe Gilbert, on peut tous s'accorder là-dessus. Et parlons un peu plus de la course dans sa globalité. Raphaël, est-ce qu'on a assisté à une grande édition de Paris-Roubaix? Moi, je pense, ouais. Peut-être pas mythique, mais c'était quand même une grande édition de Paris-Roubaix parce que, avec aucune échappée matinale qui part, avec le vainqueur qui a quand même placé son attaque à 70 km de l'arrivée, les 6 meilleurs qui se sont détachés dans un secteur mythique, parce que c'est dans Mont-Saint-Pével, enfin dans le secteur juste avant, le secteur de Bercé, et ensuite dans le secteur de Mont-Saint-Pével, ils creusent l'écart. Et ensuite, Philippe Gilbert, voilà, qui au panache, en faisant un numéro, va chercher son 4e monument sur 5. Ça donne quand même un parfum de légende à ce Paris-Roubaix. Parce que pour l'instant, c'est le seul coureur du 21e siècle à avoir fait ça. C'était un très grand Paris-Roubaix. Alex, est-ce que voir les favoris s'enterrer comme ça derrière, c'était pas un petit peu frustrant pour la grandeur de la course? C'était frustrant pour le spectacle, oui, surtout qu'on n'a pas pu assister à une poursuite bien réglée par une équipe derrière. C'était surtout frustrant qu'en fait il y ait rideau et que on sait que les 6 de devant se jouaient la victoire. Après, est-ce que ça a été au détriment du spectacle dans sa globalité? Je pense pas parce qu'on a eu une belle bagarre devant. Après, c'est sûr que pour tous les téléspectateurs qui espéraient voir un Nazen ou un Demar ou un Degenkolb ou un Van Avermaet gagner, c'était frustrant parce que ça s'est clairement enterré derrière, il n'y a pas vraiment d'autres mots. Donc c'était frustrant plutôt d'un point de vue chauvin ou voire d'un point de vue sur le spectacle un peu plus, quand je pourrais dire ça, un peu plus poussé. C'est-à-dire que peut-être qu'on aurait eu une bagarre sur des secteurs pendant un peu plus longtemps. Mais au final, je pense que le spectacle a quand même été au rendez-vous malgré le fait que ça se soit enterré derrière. Et justement, la bagarre entre les 6 de devant, c'est largement fait parce que justement derrière ça s'est enterré. Et donc du coup, tout le monde a voulu mettre sa petite accélération derrière. Et il a suffi d'une petite accélération à Florian Sénéchal, finalement une seule accélération dans la course, pour terminer à la 6e place. Son meilleur résultat de carrière à Paris-Roubaix. Ce résultat vient consacrer un bon Paris-Roubaix d'ensemble pour les Français, qui étaient au niveau attendu. Ils sont plusieurs à truster le top 20. Néanmoins, pas de podium, pas de victoire, et ça fait plusieurs années que ça dure. Bertrand, qu'est-ce qui leur manque encore? Ce qui leur manque, écoute, faut voir. Chaque cas est un peu particulier parce que prenons le cas de Sénéchal. Sénéchal, j'ai envie de dire, à mon avis, pas grand-chose. Pas grand-chose parce qu'il est dans la bonne équipe. Il règle le peloton entre guillemets des outsiders, enfin du second, le second peloton. Il le règle au sprint. Il est plutôt impressionnant et je suis assez surpris d'ailleurs que médiatiquement ça n'ait pas été plus relevé. Je pense notamment à l'équipe. Mais moi, ça fait partie des postulants incessamment sous peu, donc peut-être pas l'édition prochaine, mais dans 2-3 ans, s'il continue à progresser comme il le fait et comme il est en train de le montrer, oui, il va devenir un postulant sérieux sur cette course, j'en suis persuadé. Quant aux autres, on sait très très bien qu'on n'a pas forcément d'autres coureurs capables de faire un podium. Alors, il y a toujours l'énigme Arnaud Demar. Est-ce qu'il en est capable ou pas? Je considère qu'il faudrait des circonstances de course très particulières pour qu'il y arrive, parce qu'on le voit saison après saison. La bagarre se lance, il reste toujours dans le deuxième groupe, c'est-à-dire qu'il subit la course et il ne la provoque pas. Après, je trouve quand même que véritablement cette année, on a eu des Français qui ont été offensifs. Même si tu vois Marc Sarrault et Laporte finissent bien loin du top 20, on les a vus quand même tenter de suivre. Ils ont été
On y a presque cru à un moment, et c'est mine de rien, c'est cette petite étincelle qui nous manque de temps en temps. Là, on y a cru. On a Anthony Turgis qui nous a fait un top bar, pareil pour Hugo Hofstetter. On a beaucoup de promesses, je trouve. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc, un podium, la victoire, ça va être compliqué. Un podium, c'est pas inenvisageable, mais j'ai envie de viser dans 2 ou 3 ans. Je pense que les Français peuvent véritablement commencer à espérer quelque chose d'intéressant. Que penser de la course de la formation AG2R la mondiale, Alex? On a vu que Oliver Naesen avait été vraiment dans le dur. Bah écoute, la formation AG2R La Mondiale a fait une course, enfin a mis en place une tactique qui avait autant de chances de succès que leur nombre de crevaisons, c'est-à-dire 0. Euh, En fait, j'ai pas compris pourquoi ils ont mis à rouler des mecs comme Duval, Godon, Vandenberg qui fait de la trouée au carrefour de l'arbre, il est tout le temps en tête du groupe. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait rouler tous ces gars-là alors que Nazen on l'a pas vu de la course? Je comprends pas comment Oliver Nazen, qui est un des favoris, est soit en 11e position du peloton au moment où Gilbert, Sagan font leur accélération dans le secteur de Bercé, justement à l'endroit précis où Sagan avait accéléré l'année dernière. Pour moi, c'est juste inacceptable qu'un des favoris de la victoire de Paris-Roubaix soit aussi mal placé et pour moi, ça lui coûte justement la victoire parce que on le voit, Nezen, il reste dans le groupe Sénéchal, Stibar derrière. Il avait, il avait les jambes pour moi, mais c'est juste le placement de Nezen par rapport au travail effectué de son équipe est absolument, comment dire, ignoble. Voilà. J'allais trouver un mot plus sympathique, mais tout simplement, Nezen, c'est une grosse déception. AG2R a joué le coup plutôt bien, mais le placement de leur leader, au final, a fait que cette course, on a tout oublié des bonnes choses qu'ils avaient fait avant, au profit d'un Oliver Naesen qui est passé complètement à côté de son Paris-Roubaix sur des erreurs bénignes. Raphaël, un bilan sur les équipes françaises invitées. Finalement, c'est Delco qui s'en tire le mieux. Oui, c'est Delco qui s'en tire le mieux avec cette 9e place de Siskevicius qui avait terminé très très loin l'année dernière. Ils avaient dû lui rouvrir les grilles et tout. Donc c'est aussi une belle histoire pour ce coureur lituanien. Et puis en plus, Delco, on les avait vus pas mal actifs au début pour l'échapper. Par exemple, j'ai beaucoup plus souvenir de maillots Delco qui sont visibles que de maillots Arkea Samsic, par exemple. Arkea Samsic qui en plus a été invisible ensuite pendant la course. Alors que Delco, on les a vus plusieurs fois, même à 70-80 km de l'arrivée, alors qu'il n'y avait plus tant de monde que ça devant. Il y en avait encore un ou deux qui étaient là. Et puis, à côté, on a aussi la déception, je pense, pour l'équipe Total. Parce que eux, ils avaient vraiment les coureurs pour briller sur Paris-Roubaix, avec notamment Damien Gaudin et Adrien Petit. En plus, ils étaient dans le premier coup qui sort juste avant le secteur de Trois-Villes à Inchy, le premier. Avec il y a Gaudin et Petit dedans. C'est quand même un coup d'une trentaine de coureurs et moi, je me suis dit peut-être que ce coup-là peut aller au bout. Il y a un moment, je me suis dit parce qu'en plus, il y avait vraiment beaucoup d'équipes représentées. Au final, le travail de certaines équipes a fait que c'est pas allé au bout. Et donc, avec Gaudin et Petit, je me suis dit que la Total avait une chance de briller. Et donc, finalement, très décevant, parce que Petit termine seulement 15e, alors qu'il a déjà fait mieux sur Paris-Roubaix, des top 10. Et Gaudin termine beaucoup plus loin. Donc, grosse déception pour cette équipe. Gaudin qui a complètement disparu vers la trouée d'Arambert, il me semble. Adrien Petit un peu avant, ou après, je sais plus. Je sais plus trop quand Petit a disparu, mais déception Direct Energy. Et Cofidis, quasiment tous invisibles, à part Christophe Laporte, qui a essayé de prendre le bon coup avec Gilbert, Sagan, Lampart, Van Aert et Van Mark. Et Marc Sarro. il y était. Et oui, avec Sarro, il y a aussi Garcia Cortina qui prend le bon coup. Et au final, il y a une deuxième accélération de Van Aert qui condamne les deux Français et l'Espagnol. Et à part le très bon comportement de Laporte, qui a en plus eu 2 crevaisons, donc pas de chance pour lui, la Cofidis invisible.
Donc au final, oui, on peut dire que c'est l'équipe d'Elco, qu'on n'attendait pas spécialement, qui a le mieux réussi son Paris-Roubaix chez les équipes françaises invitées. Et Vital Concept n'a-t-elle pas donné des regrets à Azo concernant le choix des wildcards pour le Tour de France? Car Africa a encore une fois traversé la course dans l'animal plus total. Ah bah, Raphaël? c'est quand même incroyable parce que j'ai oublié de dire Vital Concept. Donc je pense que ça veut dire que je les ai tout simplement jamais vus. Enfin, ils n'ont pas dû me marquer, quoi. C'est comme Arkea. Ils n'ont pas dû me marquer plus que ça parce que j'ai failli oublier Arkea aussi. Ok, donc pour toi, oui. égalité dans la médiocrité, c'est ça? Oui, bah, les deux équipes, on les a quasiment jamais vues. Vital Concept et Arkea. Cette année, encore une fois, le groupe Eto était présent en nombre au Carrefour de l'Arbre et plusieurs de nos chroniqueurs ici y étaient. J'en faisais partie, mais également Alex. Alex, qu'est-ce que tu as pensé du fait de vivre la course au plus près des coureurs dans un lieu mythique du cyclisme? Bah, je pense que en fait, le cyclisme, c'est pas à la télé qu'il faut le voir. Enfin, c'est bien de le regarder à la télé et tout, mais pour moi, la meilleure façon de vivre le cyclisme, c'est quand même le vivre sur place, dans l'ambiance, avec surtout dans un lieu aussi mythique, le Carrefour de l'Arbre, avec les centaines de spectateurs sur le bord de la route. Pour moi, ça vaut facilement 10 courses à la télé qu'on peut regarder, quelle que soit la course, même si elle est absolument épique. Rien ne vaut d'aller sur le bord de la route avec tous les fans en délire. On a pu voir notamment au Carrefour de l'Arbre plusieurs fan clubs qui se reconnaîtront, de certains coureurs belges. On a pu voir la joie des supporters belges lors de la victoire de Gilbert. On a pu voir euh, justement tous ces fans qui hurlent devant les coureurs. Pour moi, c'est vraiment une expérience unique, une expérience qu'on peut pas vraiment voir à la télé et qu'il faut vraiment être sur place, se prendre la poussière générée par les coureurs et les voitures, encourager tous les champions qui passent au fur et à mesure, qu'ils soient en première ou en dernière position. Vraiment, l'essence de la course, elle est quand on est sur place, elle n'est pas quand on est devant la télé. Et vivre la course quand on est sur un secteur comme le Carrefour de l'Arbre, mais aussi Mont-en-Pevel, la Trouée d'Arambert, pour moi, c'est quelque chose de très fort. Raphaël, quelques anecdotes à nous partager? Bah, c'est vrai que c'est quand même très différent. Enfin, moi, je trouve que ça procure une émotion particulière de se rendre sur un lieu mythique du cyclisme, comme le Carrefour de l'Arbre. Et en plus, ça permet, enfin, par exemple, la différence qui est énorme avec la télé, c'est qu'en allant au Carrefour de l'Arbre, on se rend compte de l'extrême difficulté du. Rien qu'en marchant sur le pavé, même marcher dessus, c'est pas forcément agréable tellement le pavé est en mauvais état. Et par exemple, en allant au virage où Torusha tombe il y a 10 ans, eh ben, on se rend compte en fait en regardant le virage qu'il y a quoi, il y a peut-être une ou deux trajectoires possibles pour un coureur qui arrive. Donc on se dit que c'est quand même incroyable que les coureurs, après 250 km, aient la lucidité de choisir cette trajectoire qui, oui, il y a quasiment qu'une seule trajectoire possible. C'est assez incroyable. Pareil, à un moment, on a regardé un endroit, une ornière, on regarde et on se dit, si les coureurs passent à cet endroit-là, ils vont s'arrêter net, que l'ornière, elle est énorme. Et on regarde la course et Yves Lampart passe pile à cet endroit-là. Donc, on prend encore plus conscience de l'exploit physique réalisé par les coureurs en se rendant sur le lieu. Et en plus, l'ambiance est incomparable avec celle qu'on a quand on regarde devant la télé, comme l'a dit Alex. Entre regarder Paris-Roubaix tous les ans et aller au Carrefour de l'Arbre, il y a eu plus d'émotions en y allant une fois. Et pourtant, j'en ai regardé des mythiques comme 2012 ou 2016. C'est tout pour notre analyse de ce Paris-Roubaix. On pourrait encore disserter de plein d'autres choses, mais pour cela, on vous donne surtout rendez-vous sur notre forum. On va maintenant passer aux Ardennaises. C'est une semaine mythique que nous allons vivre avec le fameux triptyque Amstel Gold Race, Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège. Tout cela commence dès dimanche. Une question pour vous, chers chroniqueurs. Est-ce que Julien Alaphilippe, qui se présente en grand favori, peut-il réaliser le Bertrand, ton avis là-dessus? Bah, écoute, vu ce qu'il nous a montré aujourd'hui sur la flèche pour Avançonne, j'ai envie de dire oui, quand on sait ce
qu'il a fait aussi les semaines précédentes, et même sur le Tour du Pays Basque avant d'abandonner à cause de sa chute. Après, on va dire quand même que l'Amstel, il y a quand même deux interrogations. C'est l'Amstel, c'est un parcours quand même qui lui convient moins bien. La Flèche Wallonne, honnêtement, il fait partie des grands favoris. Donc, s'il y en a une qui doit remporter, c'est clairement celle-là. Liège se pose la question du nouveau parcours. J'ai du mal un petit peu à me projeter sur ce parcours-là et à voir éventuellement capable de faire après la Roche au Faucon. Donc, sur le potentiel, oui, Alaphilippe fait partie des grands favoris. Maintenant, à voir par exemple quel est le niveau aujourd'hui d'Alejandro Valverde, ce qui est pas forcément simple à voir. Mais oui, il fait partie. Enfin, en tout cas, je suis pas inquiet par rapport à sa chute. Il a montré aujourd'hui, il a donné des gages comme quoi il était bien rétabli. Donc, je pense que ça va être un des grandissimes favoris de cette semaine, de toute manière. Alex, quel coureur pourrait finalement priver Julien Alaphilippe du triplé, selon toi? Alors, bien sûr, comme Bertrand l'a dit, il y a Alejandro Valverde. On peut aussi penser à Tim Wellens, qui fait troisième de la Flèche Brabançonne, juste derrière Alaphilippe, qui peut aller le concurrencer enfin. On a le duel à deux têtes, Kreuziger, Valgren, Gasparotto, dont la course favorite est l'Amstel Gold Race, si on se fie à ces dernières années, sans oublier Michael Valgren. Sur la Flèche, il va être très très dur à aller chercher. Mais sur Liège-Bastogne-Liège, il y aura une concurrence beaucoup plus dense. Je pense notamment à Jakob Fuglsang, on peut aussi penser à Adam Yates pour la Mitchelton Scott, il y a Tom Dumoulin, Vincenzo Nibali, voire même Peter Sagan ou Nero Quintana si jamais Movistar se décide à ne pas faire confiance à Valverde, ou encore à Michael Woods. Donc à mon avis, là où ça va être le plus dur d'aller chercher à la Philippe, ce sera la Flèche Wallonne, où je pense qu'il y a peut-être que Matthews et Valverde qui peuvent aller le chercher. Sur l'Amstel Gold Race avec Gasparotto, Valgren et compagnie, et sur Liège-Bastogne-Liège, qui sera une course beaucoup plus dure avec des mini-grimpeurs tels que Quintana, Yates et compagnie, ça va être beaucoup plus ouvert et je pense que la victoire n'est pas du tout acquise aux Français. Raphaël, est-ce que Julien Alaphilippe dispose de l'équipe la plus solide pour ces Ardennaises? L'équipe la plus solide. C'est une bonne question. Je ne pense pas. Parce que l'équipe Astana, sur l'impression qu'ils ont fait sur ce début de saison, sur toutes les courses par étapes, elle a quand même été monstrueuse. Ils ont gagné quasiment toutes les courses par étapes où ils ont aligné des coureurs, que ce soit Lopez, Fuglsang, Izaguirre, Lutsenko, ils ont tous été servis. Il y a guère que Paris-Nice parmi les grandes courses qui leur a échappé. Sur l'Amstel, ils alignent tous ces coureurs-là. Les frères Izaguirre, dont Yon, qui a quand même énormément gagné cette année. Fuglsang, qui est très très fort. Fraile, on a vu sur le Tour du Pays Basque qu'il était plutôt bien. Lutsenko, qui a réalisé un début de saison exceptionnel, que ce soit sur le Tour d'Oman, les premières Flandriennes, Tirreno Adriatico. Cette équipe-là, pour moi, est la plus forte. Mais Quick-Step aligne quand même une très très belle équipe. Ça, c'est sûr. Alaphilippe, un super leader. Et puis derrière, ils ont quand même Philippe Gilbert qui sera là. Vu sa forme sur les premières Flandriennes, peut-être que Philippe Gilbert a décalé un petit peu son pic de forme par rapport à l'an dernier, où on l'avait vu assez fort sur les premières Flandriennes et moins fort sur Paris-Roubaix et les Ardennaises. Cette année, il a été très fort sur Paris-Roubaix. Il y a eu la maladie avant qui a changé quelques petites choses, mais bon. Ah, on va voir. Le reste de l'équipe n'est pas forcément impressionnant, mais ce sont quand même des équipiers solides, bien qu'un peu jeunes. Pour certains, comme Cavagna ou Michael Frolich. Il y a quand même Devenins, par exemple, qui est un équipier expérimenté. Sur Liège et la Flèche, je crois, il y aura Henrik Mas, qui, je pense, aura un excellent apport, parce qu'il était plutôt en bonne forme autour du Pays Basque avant sa chute. Donc il a une très bonne équipe, mais voilà, il y a quand même l'équipe Astana qui est au-dessus. Et on va voir, mais il y a aussi ces coureurs qui ont souvent un pic de forme très ciblé sur les Ardennes. Je pense à quasiment tous les coureurs de l'équipe Dimension Data, ou en tout cas leurs leaders, Gasparotto, Kreuziger, Valgren, qui font, c'est le podium de l'Amstel Gold Race l'an dernier. Gasparotto, surtout, tous les ans, il nous fait le coup. Tom Slakter aussi, qu'on voit très rarement dans la saison, et souvent il refait feu sur les Ardennes.
Des coureurs comme Jelle Van Endert, qui sont souvent très en forme pour les Ardennaises, bien que cette année, je ne suis pas sûr qu'il soit aligné sur les 3. Il n'est pas encore annoncé sur les 3. Et Valverde, voilà. Mais oui, Alaphilippe a une excellente équipe pour l'accompagner, mais moins forte que certaines autres. C'est pas la plus forte. Ces Ardennaises vont être marquées par plusieurs changements de parcours, notamment sur la Flèche Wallonne et surtout sur Liège-Bastogne-Liège. Plus de spectacles que les années précédentes. Plus de spectacles. Alors, je dois dire que j'ai jamais autant attendu l'Amstel Gold Race, plus que Liège-Bastogne-Liège. Liège-Bastogne-Liège, c'est vrai que le changement de parcours, enfin, on ne peut qu'attendre plus de spectacles, puisque maintenant l'arrivée n'est plus au sommet de cette côte dense qui a souvent porté préjudice à la course. Les années où Valverde gagne, l'année où il y avait la côte de la Runagno, c'était encore plus n'importe, avec la victoire de Wout Poels et des coureurs qui profitent d'une rue pavée pour sortir sur une classique ardennaise. Clairement, ça n'avait rien à faire là. Et oui, aussi la victoire d'Iglinski qui crucifie Nibali, c'était triste à voir parce que Nibali avait tenté quelque chose et justement il avait perdu à cause de cette côte dense. Donc voir la côte dense et en plus la côte de Saint-Nicolas en moins, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Après sur Liège, est-ce que la côte de la Roche au Faucon, qui est quand même très dure, va pas être attendue par les leaders? Je sais pas. Je pense pas parce que je pense pas quand même qu'elle soit assez dure pour qu'un homme, par exemple, s'il y a un homme fort, qui fasse seul la différence. Je pense qu'il faut qu'il durcisse avant. Donc pour moi, le changement de parcours, ça fera forcément plus. Mais oui, c'est surtout l'Amstel que j'attends beaucoup parce que un Mathieu Van Der Poel qui sera aligné là-bas, on l'a vu sur toutes les courses cette saison, il a fait le spectacle dès qu'il pouvait. Les Astana, pareil, ils font quasiment tout le temps le spectacle. Et puis la Quick Step, elle a quand même Philippe Gilbert et Julien Lafilippe. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'équipes avec des coureurs très intéressants. En plus, il y aura Sagan et Matthews qui sont des sprinteurs très costauds et qu'il faudra mettre dans le mal pour aller chercher la victoire sur l'Amstel. Donc il y a beaucoup d'équipes qui auront intérêt à durcir la course et en ce sens, je pense qu'on aura une très belle course sur l'Amstel. Il faut voir aussi la course que fait la Bora parce qu'ils ont vraiment des énormes atouts avec Schachmann, avec Conrad. Comment ils articuleront ça avec Peter Sagan. J'attends particulièrement l'Amstel. Bertrand, est-ce que le nouveau parcours de Liège-Bastogne-Liège va pousser à l'offensive de très loin pour se débarrasser des sprinteurs, ou est-ce que finalement c'est trop tôt pour se faire une opinion? Ah bah écoute, les deux, mon colonel, c'est la course va nous livrer sa vérité dans quelques jours. J'ai envie de dire que je rejoins ce que tu disais juste avant. Très clairement, va falloir le nouveau parcours, il est plus favorable aux sprinteurs. Donc, si on avait le Sagan des années précédentes, et c'est la grande interrogation, quel est le niveau de Sagan cette année? Est-ce que c'est un niveau qui est fait pour les Ardennaises ou est-ce qu'il est un peu dans le dur? J'arrive toujours pas forcément à répondre à cette question-là, mais avec un bon Sagan, le nouveau parcours, il devrait faire peur à tout le monde. C'est-à-dire, j'ai envie de dire que oui, les coureurs forts devraient être tentés de livrer bataille assez vite pour se libérer des sprinteurs. Maintenant, en effet, tu as la dernière côte qui est à 14 km ou 15 km. Ça risque d'être le juge de paix. On a le risque, en effet, de ne pas voir de course de mouvement avant ce moment-là. Mais même si jamais la course ne se déclenche qu'à ce moment-là, comparé à ce qu'on avait les années précédentes, on aura au moins 14 km de spectacle. Ce sera déjà ça de prix. Alex, est-ce qu'on évitera le sprint en côte sur la Flèche Wallonne? Non. Bah voilà. T'as le droit de développer. Bah, il n'y a pas eu d'attaque dans le Charave depuis des années. Enfin, il n'y en a pas qui ont réussi à succès. Donc, du coup, je pense que ce sera pareil cette année, tout simplement. Je pense que le fait que le sprint en côte ait prédominé toutes ces dernières années prouve que pour le moment, c'est la seule véritable solution, à moins qu'un changement de parcours drastique soit fait à la flèche. Donc, du coup, voilà, sprint en côte obligatoire cette année également. Ça m'étonnerait que quelqu'un
fasse Cherave et ensuite résiste dans les forts pourcentages du mur avant, à moins d'avoir une bonne allée. 30 secondes, et encore je suis généreux au pied du mur. Eh bien, c'est tout pour cette projection sur les Ardennaises. On va passer aux nouilles en vrac. On va commencer tout de suite par Yarlinson Pantano. Le Colombien a été contrôlé positif à l'EPO le 26 février dernier en marge du Tour du Haut-Var. C'est son équipe Trek Segafredo qui l'a annoncé. Celui qui était l'égérie de la grosse boucle signa probablement son arrêt de mort. Alors qu'on attend des suites de l'affaire de dopage qui sévit en Autriche, c'est quand même une nouvelle surprenante. On réagit pas. Bah écoute, je vais réagir en ce qui me concerne sur Pantano. Ça s'inscrit, comme tu le disais, dans un cadre, enfin dans un climat, on va dire, plus qu'un cadre, vu que ce sont deux affaires totalement séparées, mais on sent revenir les effluves d'une certaine époque. Donc, on voit qu'il a été pris pour usage de PO. Ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui, on peut encore, et de toute façon, c'est régulier, hein, les quelques cas de dopage qu'on a eu ces dernières années de coureurs, c'est quand même souvent lié à l'EPO, mais c'est rarement des coureurs, on va dire, de ce niveau, parce que finalement, Pantano, c'est un coureur qui était assez important dans les années 2016. En 2016, il avait fait une grosse saison chez Yam, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est pas un petit coureur qui a été pris, et on se rend compte que finalement, les coureurs continuent de prendre le PO, sans doute des microdoses. Mais c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que on a le spectre de l'EPO, on a le spectre des transfusions sanguines, et on se dit que 10, 15, 20 ans après les premiers scandales, bah, finalement, on peut encore se doper à l'EPO et on peut encore faire des transfusions sanguines et passer au travers des gouttes. Donc c'est un peu inquiétant. C'est d'autant plus inquiétant aussi que finalement Pantano, malgré son dopage, est resté un coureur lambda. Donc finalement, on peut craindre qu'il y ait d'autres coureurs qui aient ce type de pratique. On est aussi dans un climat où tu as de plus en plus de records qui sautent ces derniers temps. Donc c'est vrai que c'est un peu inquiétant. C'est pas un bon signal que ça envoie au cyclisme en général. D'un Colombien à un autre, Carlos Betancourt a retrouvé le goût de la victoire. Sur la Classica Primavera des Amorebeta, en terre basque, il y avait un plateau très faible, donc c'est encore trop tôt pour croire à un retour en forme du Colombien. On réagit pas. On réagit pas. Le Tour du Pays Basque a été remporté par Jon Izagirre. On a assisté à une surdomination des Bora Hansgrohe, qui ont quand même gagné 4 étapes sur 6. Mais ils ont finalement été renversés dans la dernière étape par notamment la formation Astana. On réagit pas. Alors, effectivement, énorme domination des Bora, avec en particulier Maximilian Schachmann qui va chercher 3 victoires d'étape sur les 4 premiers jours, très impressionnant. Je l'attends avec impatience sur les Ardennaises. Et Borchmann, qui fait une très grosse étape, notamment vers Araté, et que j'attends pour les prochaines courses par étape. Il fait un très gros début de saison, lui. Je voulais surtout revenir sur Astana, parce que, encore une fois, voilà, sur une démonstration collective, ils ont gagné une course par étape. Ils sont vraiment impressionnants cette saison. Donc là, c'était Fuglsang et Izagirre. Bah, c'est surtout Izagirre moi, qui m'impressionne. Vainqueur du Tour de Valence, deuxième du Tour d'Andalousie. Sur Paris-Nice, il perd trop de temps dans les bordures, mais il va quand même chercher la dernière étape. Et là, il gagne le Tour du Pays Basque, donc c'est quasiment un sans faute pour étape. Et même s'il n'a jamais été excellent sur les grands tours, je me demande ce qu'il sera capable de faire sur la Vuelta en fin de saison. Peut-être pas la gagner, ça me paraît un peu gros, mais pourquoi pas viser quelque chose, un top 5 par exemple sur la Vuelta en fin d'année, parce qu'il est tellement impressionnant cette année. Je me demande vraiment ce qu'il est capable de faire. Voilà, je voulais surtout revenir sur Izagirre. On va parler d'un autre puncher, Benoît Cofroy, qui l'emporte sur Paris-Gombert. Il devance un groupe de costauds. C'est l'année de la confirmation pour lui. On va peut-être pouvoir s'attendre à ce qu'il se tire la bourre avec Valentin Madouas. Les deux coureurs ont à peu près le même fil. Pas de réaction? Pas de réaction. C'est le début du Tour de Turquie cette semaine. Déjà 2 victoires pour Sam Bennett au jour d'aujourd'hui. Bora qui compte sa grande forme donc.
Yann Polanc, Félix Großschartner, Meraoui Kudus et Raoul Alarcon sont les favoris pour la victoire finale. On réagit ou on réagit pas? Ben O'Connor également. Faut Mhm. savoir que sur ce Tour de Turquie, en plus, c'est que il y a un réel taux de participation des équipes World Tour très faible. Je crois elles étaient 9 l'année dernière, elles ne sont que 6 cette année. Du coup, l'UCI dicte que dans ces situations, si une épreuve attire moins de 10 épreuves World Tour sur 2 ans, elle sera retirée du World Tour. À voir si l'UCI passera à l'action pour l'année prochaine et si on aura, enfin, si le Tour du Turquie reviendra en 2 points HC l'année prochaine, comme l'UCI avait dit qu'elle le ferait, ou si l'argent investi par les Turcs se montrera un peu plus convaincant. Ouais, cela se ferait aux grandes dames d'Erdogan. Enfin, dernière news, Vincenzo Nibali qui aurait signé pour la Trek Segafredo. C'est encore à prendre au conditionnel, mais cela pourrait signer à la fin de l'aventure chez Bahreïn pour l'Italien qui signerait là peut-être un dernier gros contrat avant sa fin de carrière. Quel serait l'intérêt sportif pour la Trek? Ça, ce serait à voir dans les prochaines années. C'est tout pour ce podcast du jour. On vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Le prochain podcast viendra sans doute après les Ardèzes ou peut-être qu'on en fera un après l'Amstel, ça reste à voir. Restez connectés, connectez-vous sur le forum, participez, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à lire et à écrire. Quant à nous, on se dit au revoir et à très bientôt. Salut!